Dans 2 semaines, c'est notre mariage. Tu dois entrer dans cette robe le jour J. Mais voyons Stéphane, c'est impossible, je ne peux pas perdre tout ce poids pour entrer dans cette robe en si peu de temps. Tu porteras cette robe, c'est un ordre. Je dis non à cela, pas le jour de mon mariage. Les femmes de mes amis sont toutes skinny, je dois pouvoir être fier de marcher avec toi. Stéphane, je t'en prie, ne me sépare pas de notre bébé. Je ferai plus d'efforts. Le mariage est annulé. Tu n'as pas réussi à entrer dans la robe. Tu me fais honte devant mes amis et ma famille. Je ne veux plus jamais te voir proche de moi et mon enfant, femme incapable. Non, attends, c'est... Pars d'ici! Cette histoire bouleversante va vous montrer comment le regard des autres peut détruire une famille et vous prouver que la vraie vengeance n'est pas de faire du mal, mais de briller de 1000 feux. Mais avant de continuer et de découvrir l'incroyable destin d'Amina, n'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche de notification et dites-nous en commentaire depuis quel pays vous nous suivez. La lumière éclatante du soleil matinal traversait les immenses baies vitrées de la luxueuse villa, projetant des ombres dorées sur le sol en marbre étincelant. Dans cette grande maison aux murs d'un blanc immaculé, tout respirait la richesse et le succès. Au centre de la vaste cuisine moderne, Amina, une jeune femme de 24 ans, préparait le petit déjeuner avec une douceur infinie. Elle était une femme magnifique, dotée d'un sourire radieux qui pouvait illuminer la pièce la plus sombre et d'un cœur généreux qui débordait d'amour pour sa famille. Depuis la naissance de son premier enfant quelques mois plus tôt, le corps d'Amina avait changé. Elle avait pris du poids, gardant les rondeurs douces et naturelles de la maternité. Elle n'avait plus le ventre plat de sa jeunesse, mais pour elle, ces nouvelles formes étaient le beau témoignage de la vie qu'elle avait donnée. Près d'elle, dans une petite chaise haute parfaitement sécurisée, son bébé gazouillait joyeusement en agitant un petit hochet coloré. Amina le regardait avec une tendresse infinie, se sentant la femme la plus comblée du monde, persuadée que son amour avec Stéphane, le père de son enfant, était indestructible. Stéphane était un homme d'affaires extrêmement fortuné et respecté. Il entra dans la cuisine ce matin-là, vêtu d'un costume sur mesure d'un bleu profond, ses chaussures vernies claquant sur le sol avec une assurance presque arrogante. Au début de leur relation, Stéphane aimait Amina passionnément, la regardant toujours avec des yeux remplis d'admiration. Mais depuis quelque temps, son regard avait changé. Il s'était laissé empoisonner par le monde superficiel dans lequel il évoluait, un monde où l'apparence comptait plus que les sentiments véritables. La veille au soir, Stéphane avait dîné avec ses associés et ses amis d'enfance. Tous ces hommes riches s'affichaient fièrement aux bras de femmes très minces, des épaules aux silhouettes skinny, habillées de robes de créateurs qui soulignaient des corps de mannequins. Pendant ces dîners, Stéphane avait entendu les rires moqueurs et les chuchotements de ses amis au sujet des femmes qui prenaient du poids après l'accouchement. Ces mots, d'une grande méchanceté, avaient résonné dans l'esprit de Stéphane comme une sonnette d'alarme, réveillant chez lui un orgueil mal placé et une terrible peur du regard des autres. Il s'arrêta sur le seuil de la cuisine, fixant Amina. Il ne vit plus la mère aimante de son enfant, ni la femme au cœur d'or qui le soutenait depuis des années. Son esprit, brouillé par les comparaisons, ne voyait plus que les kilos supplémentaires, le ventre arrondi et les vêtements amples qu'elle portait pour être à l'aise. « Tu manges encore à cette heure-ci » lança-t-il, sa voix froide tranchant l'atmosphère paisible de la pièce. Amina sursauta, posant doucement la cuillère qu'elle tenait. Elle croisa le regard de son fiancé et il eut une distance glaciale qui lui serra le cœur. « Je prépare juste le repas pour la grande réunion de famille de ce soir, Stéphane », répondit-elle d'une voix douce, essayant de masquer son trouble. Stéphane soupira bruyamment, détournant les yeux comme si la vue de sa compagne lui causait un profond désagrément. « Fais un effort sur ta tenue ce soir. Mes amis seront là, et leurs épouses aussi. Je veux que tu sois présentable, » dit-il sèchement, avant de tourner les talons, la laissant seule dans un silence lourd et pesant. Le soir venu, la villa s'était transformée en un lieu de réception somptueux. Les lumières brillaient autour de la grande piscine, la musique douce flottait dans l'air, et les invités, tous issus de la haute société, discutaient une coupe à la main. Amina descendit les grands escaliers avec appréhension, vêtue d'une longue robe élégante mais qui ne cachait pas sa forte corpulence. Dès qu'elle posa le pied sur la terrasse, elle sentit les regards se braquer sur elle. Les épouses des amis de Stéphane, minces comme des lianes dans leurs robes moulantes, chuchotaient derrière leurs mains, lançant des regards condescendants vers le ventre et les hanches d'Amina. Au centre de ce cercle de médisance trônait Madame Céleste, la mère de Stéphane.
C'était une femme froide, couverte de bijoux, qui n'avait jamais accepté Amina, la jugeant indigne du statut social de son fils. Madame Céleste s'approcha de Stéphane, qui se tenait raide, le visage fermé. « Regarde-la, mon fils », murmura la vieille dame avec un sourire cruel. « Elle te fait honte, tes amis se moquent de toi. Comment un homme de ton rang peut-il s'afficher avec une femme aussi grasse? Tu dois réagir avant le mariage. » Stéphane regarda Amina, qui se tenait seule près du buffet, intimidée. Au lieu d'aller vers elle pour la protéger et la rassurer, il recula, se cachant presque derrière un pilier. La honte l'avait totalement envahi, effaçant son amour pour laisser place à un ressentiment injuste et destructeur. Ce soir-là, Amina comprit que la richesse de la maison ne pourrait jamais cacher la pauvreté du cœur des gens qui l'entouraient. Le regard de l'homme qu'elle aimait venait de se briser, remplacé par l'ombre glaciale du jugement des autres. Le lendemain de la grande réception, l'atmosphère dans la maison était irrespirable. La honte ressentie par Stéphane s'était transformée en une colère sourde, dirigée uniquement contre la mère de son enfant. Amina se tenait dans le grand salon lumineux, bercée par l'illusion que la nuit avait peut-être apaisé les tensions. Mais la porte s'ouvrit sur Madame Céleste, le visage fermé, suivie de Stéphane. La vieille dame tenait dans ses bras une grande boîte blanche au ruban de satin qu'elle posa sur la table en verre avec un sourire venimeux. « Le mariage est dans 2 semaines, » annonça Madame Céleste, reculant pour laisser la place à son fils. « Il est temps de voir si tu es vraiment digne de porter notre nom. » Stéphane s'avança, le visage dur comme de la pierre. Il ouvrit la boîte avec un geste brusque. Il se tenait droit, la main gauche tendue avec mépris vers la porte, tandis que de sa main droite, il brandissait une minuscule robe de mariée. C'était une création magnifique, mais taillée pour une femme extrêmement mince. Une silhouette skinny qui n'avait rien à voir avec le corps de mère d'Amina. « Dans 2 semaines, c'est notre mariage. Tu dois entrer dans cette robe le jour J, » lança-t-il d'un ton glacial, ses yeux fixant Amina sans la moindre trace de pitié. En larmes, Amina regardait le tissu fin, sentant son monde s'écrouler autour d'elle. Ses mains tremblaient lorsqu'elle toucha la taille irréaliste du vêtement. « Mais voyons, Stéphane, c'est impossible. Je ne peux pas perdre tout ce poids pour entrer dans cette robe en si peu de temps, » plaida-t-elle, désespérée, la voix brisée par le chagrin. Le regard de l'homme se durcit encore davantage, devenant presque étranger. « Débrouille-toi. Je ne peux pas m'afficher avec une femme comme toi, pas le jour de mon mariage, une journée si importante. Les femmes de mes amis sont toutes skinny. Je dois pouvoir être fière de marcher avec toi. » Cet ultimatum marqua le début d'un véritable cauchemar pour la jeune femme. La luxueuse villa se referma sur elle comme un piège. Stéphane, obsédé par l'idée de réparer son image publique, devint d'une dureté implacable. Il décida de la cacher aux yeux du monde, refusant catégoriquement de s'afficher avec elle en public. Les sorties au restaurant, les promenades en famille, tout fut annulé. Amina devint une prisonnière dans sa propre maison. Mais le pire restait à venir, à l'intérieur de ses murs. Stéphane prit le contrôle total de sa vie quotidienne. Il congédia la cuisinière et imposa lui-même une réduction drastique des rations de nourriture d'Amina. Ses assiettes joyeuses et colorées furent remplacées par des repas minuscules, tristes, des simples feuilles et de l'eau, la laissant affamée et affaiblie jour et nuit. Il ne s'arrêta pas là. La forçant à des régimes extrêmes, il l'obligea également à utiliser la grande salle de sport de la villa pendant des heures. Chaque jour, sous ses regards accusateurs, elle devait courir sur le tapis roulant jusqu'à épuisement total, son corps pleurant de fatigue sous la pression d'un homme qui voulait la sculpter selon les standards de ses amis. La nuit, dans le silence de sa chambre, Amina pleurait en silence près du berceau de son bébé. Elle regardait son enfant dormir en sécurité, trouvant dans son souffle régulier la seule force de ne pas s'effondrer. Elle aimait Stéphane, ou du moins l'homme qui l'avait été, et elle voulait désespérément sauver sa famille de la destruction. Poussée par l'énergie du désespoir, aveuglée par le désir de plaire à son fiancé et de ressembler aux épouses skinny pour regagner son amour, Amina prit une décision lourde de conséquences. Profitant d'un après-midi où Stéphane était à son bureau, elle prit son téléphone en cachette. Elle chercha sur Internet un professionnel capable de l'aider à accomplir ce miracle impossible. Ses doigts tremblants composèrent le numéro d'un coach sportif très réputé en ville,
un homme prénommé Marc. Elle décida de l'engager en grand secret, espérant qu'un expert pourrait l'aider à forcer son corps à changer assez vite pour entrer dans cette robe de la honte. Elle ne savait pas encore que le corps humain ne se plie pas aux exigences de la peur, et que ce secret allait bouleverser le cours de sa vie d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Le lendemain après-midi, profitant d'une rare absence de Stéphane parti finaliser les préparatifs grandioses du mariage, Amina s'échappa de la luxueuse villa. Elle avait enfilé de grandes lunettes de soleil et un grand manteau sombre, rasant les murs de son propre quartier comme si elle était une fugitive cherchant à échapper à une menace invisible. Elle avait donné rendez-vous à Marc, le coach sportif réputé, dans un petit parc discret à l'abri des regards mondains. L'air était lourd, chargé de l'humidité annonciatrice de la saison des pluies, et les grands arbres aux feuilles d'un vert profond offraient une ombre protectrice à la jeune mère épuisée. Marc l'attendait déjà, assis sur un banc en bois usé. C'était un homme grand, doté d'une carrure athlétique et d'une posture rassurante. Contrairement aux amis de Stéphane, qui portaient des costumes brillants et des montres hors de prix, Marc portait une simple tenue de sport sombre. Mais ce qui frappait le plus chez lui, c'était l'expression de son visage, un regard franc, bienveillant, totalement dépourvu de tout jugement. Amina s'assit à bonne distance, les mains tremblantes, serrant nerveusement son sac à main contre sa poitrine. Elle retira ses lunettes, dévoilant des yeux rougis par les larmes nocturnes et des cernes profonds qui témoignaient de son épuisement et du manque de nourriture imposé par son fiancé. D'une voix brisée, presque inaudible, elle lui raconta son cauchemar. Elle lui parla de la petite robe de mariée, des moqueries des amis, du mépris de sa belle-mère, Madame Céleste, et surtout de l'ultimatum cruel de Stéphane. « Il me reste moins de 2 semaines, murmura-t-elle. Je dois entrer dans cette robe, sinon il annulera tout. Je vous en supplie, aidez-moi à faire fondre ce corps qu'il déteste tant. » Marc l'écouta dans un silence respectueux, ses sourcils se fronçant progressivement à mesure qu'il mesurait l'ampleur de la violence psychologique que subissait cette femme. En tant que professionnel de la santé et du bien-être, il savait parfaitement qu'un corps humain ne pouvait pas se transformer radicalement en 13 jours sans mettre la vie de la personne en grave danger. Il regarda Amina avec une profonde compassion. « Madame, ce que votre fiancé vous demande n'est pas un objectif sportif, c'est une destruction de votre être, dit-il d'une voix calme et posée. Un corps a besoin de temps, de respect et de bonne nourriture. Si vous arrêtez de manger et que vous courez jusqu'à l'évanouissement, vous n'entrerez pas dans cette robe, vous finirez à l'hôpital. Et votre bébé a besoin d'une maman en pleine forme. » Les mots de Marc, empreints d'une logique douce et protectrice, firent l'effet d'une bombe dans l'esprit d'Amina. C'était la première fois depuis des mois que quelqu'un lui parlait avec respect, la première fois qu'un homme ne regardait pas son ventre comme un défaut, mais comme une enveloppe naturelle qu'il fallait traiter avec soin. Pourtant, la peur de perdre sa famille était encore trop forte. « Je dois essayer », sanglota-t-elle, cachant son visage dans ses mains. « Il est le père de mon enfant, je ne peux pas supporter la honte d'être rejetée devant toute la ville. Montrez-moi des exercices, je ferai tout ce qu'il faut en cachette. » Face à son désespoir total, Marc accepta de l'aider, non pas pour l'affamer, mais pour la protéger d'elle-même. Il lui donna des conseils stricts. Elle devait recommencer à boire de l'eau en quantité, manger en cachette des fruits et des protéines pour ne pas s'effondrer, et remplacer les courses épuisantes de Stéphane par des exercices de renforcement sain. Les jours qui suivirent furent un balai de mensonges et d'illusions. Le jour, sous l'œil inquisiteur de Stéphane, Amina faisait semblant de ne picorer que quelques feuilles de salade. La nuit, elle appliquait les méthodes douces de Marc, retrouvant un infime pourcentage d'énergie. Mais le temps filait comme du sable entre ses doigts. Le corps d'Amina commençait à se tonifier, elle se sentait légèrement plus forte, mais sa morphologie ne pouvait pas s'effacer. Le ventre qui avait porté la vie refusait de disparaître d'un coup de baguette magique pour plaire aux critères superficiels d'un homme rongé par l'orgueil. La date du mariage se rapprochait inexorablement, tel un mur de pierre contre lequel elle allait inévitablement s'écraser. La veille du mariage, le ciel de la ville sembla refléter le désespoir d'Amina. Une tempête soudaine avait éclaté en début de soirée, déversant des trombes d'eau sur le toit de la luxueuse villa. Le tonnerre grondait au loin, faisant vibrer les grandes baies vitrées de la chambre principale. Au centre de la vaste pièce, éclairée par des lustres de cristal, la tension était à son comble. La petite robe de mariée blanche, brodée de fils d'argent, était étalée sur le lit king size comme une sentence prête à être exécutée. Stéphane, vêtu d'une chemise noire entr'ouverte, faisait les 100 pas,
son visage fermé, les poings serrés de nervosité. « Et c'est là », ordonna-t-il sèchement, le regard fixé sur l'horloge murale, comme si chaque seconde qui passait était une insulte personnelle. Amina, tremblante de la tête aux pieds, s'empara du vêtement. Elle se glissa derrière le grand paravent en soie brodée, son cœur battant à tout rompre. Elle connaissait déjà le résultat, mais l'illusion de l'espoir la poussait encore à croire au miracle. Elle enfila la soie froide sur sa peau, retenant son souffle à s'en faire mal aux poumons. Elle tenta de remonter la fermeture éclair dans son dos. Le petit mécanisme métallique grinça, monta de quelques centimètres, puis se bloqua irrémédiablement au milieu de son dos. Le tissu luxueux tiraillait, étouffant sa poitrine, refusant de contenir ses formes généreuses. C'était un échec total, visible, indiscutable. Lorsqu'elle sortit de derrière le paravent, les yeux baissés, une lourde larme glissant sur sa joue, le silence dans la pièce devint glacial. Le bruit de la pluie battante à l'extérieur était le seul son qui accompagnait cette scène de rupture. Stéphane la regarda, ses yeux s'écarquillant d'un mélange de dégoût et de fureur. Il vit la fermeture éclair coincée, la robe déformée par les hanches d'Amina. Dans son esprit aveuglé par le paraître, il ne voyait pas une femme qui avait tout sacrifié pour lui, il voyait l'humiliation publique du lendemain. Il entendait déjà les rires de ses amis au bras de leur femme skinny. « C'est terminé », hurla-t-il soudain, sa voix dominant le fracas du tonnerre. Son visage s'était déformé par une colère sombre. « Tu n'as fait aucun effort, tu es incapable de te maîtriser. Tu me fais honte, Amina, tu me fais honte devant mes amis, devant ma mère, devant le monde entier. » Fou de rage et incapable de gérer son propre complexe d'infériorité sociale, il se dirigea vers le grand dressing. Avec une brutalité froide, il commença à arracher les vêtements d'Amina de leur cintre, les jetant en boule dans 2 grandes valises de voyage posées à même le sol. « Stéphane, non, je t'en supplie, regarde-moi, c'est moi, Amina, ne détruis pas notre famille pour une robe !» criait-elle, tombant à genoux sur le tapis épais, essayant désespérément d'attraper la main de l'homme qu'elle aimait encore. Mais son cœur était verrouillé par l'orgueil. Il ferma les valises avec violence. Il agrippa fermement le bras d'Amina, sans la blesser, mais avec une force implacable qui ne tolérait aucune résistance, et la tira vers le grand escalier. Dans sa petite chambre adjacente, le bébé s'était réveillé à cause des cris et commençait à pleurer doucement. « Prends tes affaires et sors de chez moi », siffla Stéphane en arrivant dans le vaste hall d'entrée. Amina, prise de panique, courut vers la chambre de son enfant, attrapant son bébé qu'elle enveloppa précieusement dans une épaisse couverture de laine chaude, le protégeant contre sa poitrine. Stéphane ouvrit la lourde porte d'entrée en fer forgé. Le vent froid s'engouffra dans la maison, apportant avec lui les gouttes de la pluie torrentielle. Il jeta les valises d'Amina sur le parvis inondé, le cuir luxueux s'abîmant instantanément dans les flaques d'eau boueuse. « Le mariage est annulé », dit-il une dernière fois, se tenant sur le pas de la porte, insensible à l'image de la mère de son enfant pleurant sous l'orage. Il referma la lourde porte avec un bruit sourd et définitif, enclenchant les verrous de sécurité, scellant ainsi son destin dans l'isolement de son arrogance. Amina resta seule sous la pluie battante. L'eau glaciale ruissela sur son visage, se mélangeant à ses larmes de désespoir. Sous son grand manteau imperméable qu'elle avait jeté sur ses épaules, le bébé dormait paisiblement, bien au chaud contre la chaleur de sa mère, ignorant la tragédie qui venait de briser leur foyer. Autour d'elle, la nuit était noire, froide et impitoyable. Les grandes villas voisines étaient silencieuses, indifférentes à sa détresse. Rejetée, humiliée, effacée à cause de quelques kilos, Amina regarda les lumières de la maison s'éteindre une à une. Dans ce gouffre de tristesse, elle se souvint d'un seul visage bienveillant, la seule personne qui n'avait pas jugé son reflet. Marc. D'une main tremblante, abritant son téléphone sous son manteau, elle composa son numéro. La nuit était noire comme de l'encre, déchirée seulement par les éclairs violents qui zébraient le ciel au-dessus de la grande ville. Sous la pluie torrentielle, Amina se tenait droite sur le trottoir inondé, refusant de s'effondrer devant la grande porte métallique qui venait de se refermer sur son ancienne vie. Sous son épais manteau imperméable, son bébé dormait paisiblement, enveloppé dans une chaude couverture de laine chaude, totalement protégé du froid et de la tempête. Amina le serrait contre sa poitrine, puisant dans la chaleur de son enfant la force surhumaine de ne pas céder à la panique qui menaçait de l'envahir. Le téléphone tremblait dans sa main mouillée alors qu'elle portait l'appareil à l'oreille, priant pour que la seule personne qui l'avait écoutée sans la juger réponde à son appel de détresse.
Au bout de 3 sonneries, la voix calme et rassurante de Marc, le coach sportif, résonna à travers le haut-parleur brouillé par le bruit du vent. 20 minutes plus tard, 2 phares jaunes percèrent l'obscurité du quartier huppé, éclairant les flaques d'eau boueuses où gisaient les valises luxueuses ruinées par l'orage. Un grand véhicule tout-terrain s'arrêta à sa hauteur et Marc s'en extriqua, tenant un large parapluie noir pour abriter la jeune mère et son enfant. Il ne posa aucune question, ne fit aucune remarque sur l'heure tardive ou sur la situation humiliante. Son visage exprimait une bienveillance absolue. Il prit simplement les valises lourdes d'une main et guida doucement Amina vers la chaleur protectrice de l'habitacle de sa voiture avec son autre main. Le trajet à travers la ville endormie se fit dans un silence réparateur. Le chauffage du véhicule séchait lentement les vêtements humides d'Amina, tandis que les essuie-glaces balayaient la pluie, effaçant symboliquement les larmes et les insultes de cette soirée cauchemardesque. Marc les conduisit jusqu'à son propre appartement, un espace vaste, lumineux et chaleureux, décoré avec simplicité et rempli de plantes vertes respirant la vie. Loin du luxe froid et stérile de la villa de Stéphane, cet endroit dégageait une atmosphère de paix, de sécurité et de guérison immédiate. Il installa un petit lit d'appoint douillet pour le bébé dans une chambre d'amis chauffée, bordant l'enfant qui ne s'était même pas rendu compte du déménagement nocturne. Ensuite, il prépara une grande tasse de thé fumant au miel pour Amina, l'invitant à s'asseoir sur le canapé confortable du salon pour reprendre ses esprits. Ici, personne ne te demandera jamais de rentrer dans une robe pour être aimé, lui dit Marc d'une voix douce, s'asseyant en face d'elle. Tu es en sécurité, Amina. À partir de ce soir, tu ne vas plus jamais t'affamer pour le regard des autres. Tu vas manger pour vivre et tu vas vivre pour briller. Le lendemain matin, le soleil perça à travers les grands rideaux de la chambre, inondant la pièce d'une lumière dorée et réconfortante. Amina ouvrit les yeux après sa première vraie nuit de sommeil depuis des semaines, entendant le rire cristallin de son bébé qui jouait joyeusement sur un grand tapis de mousse coloré dans le salon. Les semaines qui suivirent marquèrent le début d'une transformation spectaculaire, non pas basée sur la peur, mais sur l'amour de soi. Marc prit en charge la reconstruction physique et mentale d'Amina avec une approche radicalement opposée à la tyrannie de Stéphane. Fini les feuilles de salade tristes et les journées de jeûne forcé qui vidaient la jeune femme de son énergie, la grande table en bois de Marc se remplissait chaque jour d'assiettes vibrantes de couleurs, chargées de légumes frais, de viande grillée parfumée aux épices douces et de fruits tropicaux gorgés de soleil. Marc lui apprit à nourrir son corps comme on nourrit un temple précieux, lui expliquant que les rondeurs n'étaient pas des ennemis, mais des réserves de force. Dans la petite salle d'entraînement privée de Marc, éclairée par la lumière naturelle, les séances de sport n'étaient plus des punitions épuisantes, mais des moments de libération. Amina ne courait plus sur un tapis roulant en pleurant pour perdre des kilos imaginaires, elle soulevait des poids légers pour muscler son dos, elle boxait dans des gants pour extérioriser sa tristesse, elle respirait profondément pour retrouver son équilibre intérieur. Pendant ces entraînements, son enfant, confortablement installé dans un grand parc de jeux sécurisé rempli de peluches, la regardait avec de grands yeux émerveillés, gazouillant et applaudissant avec ses petites mains chaque fois que sa mère souriait. Un matin, après 2 mois de ce régime de bienveillance et de respect, Amina sortit de la douche et se regarda dans le grand miroir du couloir. Elle ne cherchait plus à voir une femme skinny pour plaire à une société superficielle. Ce qu'elle vit la laissa sans voix. Sa peau, autrefois terne à cause de la sous-nutrition, brillait d'un éclat radieux. Sa posture, courbée par la honte dans la maison de Stéphane, était maintenant droite, fière et majestueuse. Elle avait des formes, oui, mais des formes fermes, harmonieuses et puissantes. Le regard terrifié de ses yeux avait disparu, remplacé par l'étincelle féroce d'une femme qui a survécu à la tempête. Elle sourit à son reflet, réalisant qu'elle n'avait jamais été aussi belle de toute sa vie, non pas parce qu'elle avait changé pour un homme, mais parce qu'elle s'était enfin acceptée pour elle-même. Pendant qu'Amina renaissait dans la chaleur d'un foyer bienveillant, Stéphane avait orchestré son propre mensonge pour sauver les apparences mondaines. 3 mois après avoir chassé la mère de son enfant, la grande villa brillait de nouveau pour célébrer son mariage prestigieux. L'événement était grandiose, couvert par les magazines locaux, rempli de fleurs importées et de tables couvertes de mets luxueux. Au centre de cette mise en scène se tenait Léa,
Sa nouvelle épouse, une jeune femme extrêmement mince, à la silhouette skinny qui correspondait exactement aux critères superficiels des amis de Stéphane. Léa avait enfilé la minuscule robe de mariée sans aucune difficulté, paradant devant les invités avec un sourire éclatant mais incroyablement froid. Stéphane posait à ses côtés pour les photographes, gonflant le torse de prière en voyant l'approbation dans les yeux de ses amis et le sourire victorieux de sa mère, Madame Céleste. Mais derrière les flashs des appareils photos, la réalité de cette union artificielle était d'une tristesse abyssale. Léa ne regardait jamais Stéphane avec amour. Ses yeux étaient constamment fixés sur les bijoux coûteux des invités, sur la taille du gâteau, sur le reflet de sa propre perfection dans les miroirs de la salle de réception. Dès les premières semaines de leur vie commune, la villa luxueuse se transforma en un véritable gouffre financier. Léa se révéla être une femme d'une avidité sans limite, intéressée uniquement par les cartes de crédit illimitées de son nouveau mari. Chaque jour, le salon se remplissait de sacs de créateurs, de chaussures hors de prix et de robes de haute couture. Elle passait ses journées dans les salons de beauté luxueux et ses soirées dans les restaurants les plus chers de la ville, exigeant de Stéphane un train de vie qui commençait à peser lourdement sur ses finances. Madame Céleste, qui avait tant poussé pour ce mariage de l'apparence, découvrit rapidement le vrai visage de sa belle-fille. Léa lui parlait avec condescendance, ignorait ses conseils et la traitait comme une étrangère dans la maison familiale. La vieille dame orgueilleuse se retrouva isolée, regrettant en silence la douceur et la gentillesse authentique d'Amina. Stéphane, enfermé dans son grand bureau sombre, commençait à passer ses nuits à éplucher ses relevés bancaires. Les chiffres rouges s'accumulaient, ses sociétés rencontraient des difficultés, mais Léa refusait de réduire ses dépenses exorbitantes. L'homme qui voulait afficher une perfection de façade était en train de se ruiner pour entretenir une poupée sans cœur. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, le destin d'Amina prenait une tournure lumineuse et inattendue. Marc, impressionné par la prestance naturelle, le charisme et la confiance rayonnante de la jeune femme, avait envoyé quelques photos d'elle, prises lors d'une promenade au parc, à une amie directrice d'une grande agence de publicité. Le monde de la mode était en pleine révolution, cherchant à s'éloigner des standards de minceur extrêmes pour célébrer la beauté authentique, les formes naturelles et la puissance des femmes africaines modernes. Le profil d'Amina, avec sa taille droite, ses courbes élégantes et son regard profond, était exactement ce que l'industrie recherchait. Un après-midi, Amina se retrouva au centre d'un immense studio photo professionnel, baigné d'une lumière éclatante. Elle portait une robe magistrale, taillée dans un tissu traditionnel aux motifs dorés et émeraudes, spécialement conçu pour épouser et magnifier ses formes majestueuses sans jamais les cacher. Les maquilleurs avaient souligné son regard intense, et un grand fouloir royal couronnait sa tête. Au clic régulier de l'appareil photo, Amina bougeait avec une grâce incroyable, posant non plus comme une victime apeurée, mais comme une reine absolue maîtresse de son royaume. Dans un coin du studio, assis sur les genoux de Marc, son enfant, qui avait grandi et marchait déjà à quatre pattes, la regardait avec émerveillement, babillant de bonheur en voyant sa mère si heureuse et si belle. Quelques semaines plus tard, l'image d'Amina fut révélée au grand public. Une immense affiche publicitaire fut déployée sur la façade du plus grand centre commercial de la ville. Sur cette affiche, Amina trônait, majestueuse, avec un slogan simple mais puissant. « La vraie beauté ne s'excuse jamais ». Ce jour-là, Stéphane, dont le visage était creusé par les dettes et le stress de son mariage désastreux, conduisait sa voiture en silence après une violente dispute avec Léa. Arrivé au grand carrefour de la ville, il leva les yeux par hasard vers le ciel bleu. Son cœur s'arrêta net, son souffle se bloqua dans sa gorge. Sur l'affiche géante, surplombant la ville entière, se trouvait la femme qu'il avait chassée sous la pluie pour quelques kilos en trop. Elle était éblouissante, respectée, admirée par des millions de personnes, brillant de mille feux dans une robe magnifique qui célébrait sa vraie nature. Stéphane agrippa le volant de sa voiture, les larmes de l'humiliation et du regret cuisant ses yeux. Il comprit à cet instant précis, sous le regard géant d'Amina, qu'il avait jeté un diamant inestimable pour ramasser un vulgaire morceau de verre brillant. La grande baie vitrée du bureau de l'agence de publicité offrait une vue imprenable sur les gratte-ciel scintillants de la capitale économique. La lumière éclatante de midi inondait la pièce aux murs recouverts de photographies encadrées des plus grands mannequins du continent. Au centre de ce bureau luxueux, Amina était assise dans un élégant fauteuil en cuir blanc.
Elle portait un tailleur-pantalon d'un vert émeraude profond, parfaitement ajusté à ses formes généreuses et harmonieuses, soulignant sa prestance royale sans aucun artifice. Face à elle, la directrice de l'agence, une femme d'affaires redoutable aux lunettes à monture rouge, lisait un épais contrat imprimé sur du papier glacé. Elle leva les yeux vers Amina, son regard exprimant une admiration professionnelle totale et sincère. « Le public vous adore, Amina », déclara la directrice en posant ses mains croisées sur le bureau en chêne massif. « Les femmes se reconnaissent en vous. Vous ne vendez pas seulement des vêtements, vous vendez de dignité, de confiance et une beauté africaine authentique. » Amina sourit avec une humilité gracieuse, ses yeux brillant d'une sagesse acquise dans la douleur. Elle se souvint des paroles cruelles de Stéphane qui la traitait de « femme de marché », incapable de le rendre fière. Aujourd'hui, les plus grandes marques se battaient pour associer leur nom à son image. D'une main ferme, ornée d'un simple bracelet en or discret, elle signa le bas de la page, marquant ainsi le début d'une campagne publicitaire nationale qui allait faire d'elle l'égérie principale de la plus prestigieuse marque de cosmétiques du pays. Dans le coin salon du bureau, assis sur un canapé moelleux, Marc observait la scène avec une fierté immense. Il ne portait plus ses vêtements de sport habituels, mais une belle chemise en lin clair, l'accompagnant dans ce nouveau chapitre de sa vie, non plus seulement comme coach, mais comme un partenaire précieux. Sur ses genoux, l'enfant d'Amina, qui avait maintenant l'âge de faire ses premiers pas tremblants, jouait joyeusement avec un petit avion en bois. Marc faisait voler le jouet en faisant des bruits de moteur, arrachant des éclats de rire cristallins au petit garçon, dans une scène d'une tendresse absolue. En voyant cette image parfaite d'un homme qui aimait son fils avec une pureté désintéressée, le cœur d'Amina se gonfla d'une émotion nouvelle. Marc ne l'avait jamais jugée, ne l'avait jamais cachée. Il l'avait mise dans la lumière quand Stéphane l'avait jetée dans la nuit noire. L'amour entre Amina et Marc n'était pas né d'une passion superficielle ou d'un besoin de paraître devant la société mondaine. Il s'était construit jour après jour, brique après brique, sur les fondations solides du respect mutuel, de la bienveillance et d'une guérison partagée. Plus tard dans l'après-midi, dans une séance de photos en extérieur, Amina posait dans les jardins botaniques luxuriants de la ville. Les grands palmiers et les fleurs d'hibiscus rouge vif offraient un décor naturel époustouflant, contrastant avec les lumières crues des projecteurs de l'équipe technique. Elle portait une longue robe fluide en soie jaune soleil, le vent chaud s'engouffrant dans le tissu pour créer une aura majestueuse autour d'elle. Les photographes mitraillaient, capturant la fierté de son port de tête, la profondeur de son regard et la beauté absolue de sa résilience. À chaque flash, Amina repoussait les vieux fantômes de son passé. Elle n'était plus la femme effrayée qui s'affamait en cachette pour rentrer dans une prison de tissu blanc. Elle était une reine qui avait repris sa couronne et dont le royaume s'étendait désormais bien au-delà des murs d'une villa bourgeoise. Pendant qu'Amina s'élevait vers les sommets, l'atmosphère dans la grande villa de Stéphane était devenue lourde, étouffante et imprégnée d'une angoisse silencieuse. Les immenses baies vitrées, autrefois si lumineuses, semblaient maintenant enfermer les habitants dans une cage dorée dont la peinture s'écaillait. Dans le vaste salon en marbre, le désordre régnait en maître. Des boîtes à chaussures de créateurs vides, des sacs de shopping en papier glacé et des magazines de mode s'empilaient sur les canapés en cuir blanc, témoignant de la fièvre acheteuse incontrôlable de Léa, sa nouvelle épouse Skinny. Stéphane était assis seul au bout de la longue table à manger en verre, sa posture affaissée contrastant cruellement avec l'arrogance qu'il affichait quelques mois plus tôt. Il portait une chemise froissée, ses yeux cernés fixant une montagne d'enveloppes rouges à l'entête de diverses banques et agences de recouvrement. Ces entreprises, autrefois florissantes, avaient souffert de son manque d'attention. Obsédé par l'idée de maintenir le train de vie extravagant exigé par Léa pour briller devant ses amis mondains, Stéphane avait puisé dans les fonds de roulement de ses sociétés, créant un trou financier irrémédiable. La porte du hall d'entrée s'ouvrit avec fracas et Léa fit irruption dans la pièce, une paire de lunettes de soleil de marque plantées sur la tête. Elle marchait d'un pas furieux, ses talons hauts martelant le sol de marbre comme des coups de poignard dans le silence morbide de la maison. Elle tenait dans sa main une carte de crédit noire qu'elle jeta violemment au visage de Stéphane. La petite carte en plastique rebondit sur la table en verre avec un cliquetis pathétique. Le visage fin de la jeune femme était déformé par une rage purement matérialiste, dépourvue de toute once de compassion. « Ma carte a été refusée chez le bijoutier !» hurla-t-elle, sa voix stridente résonnant dans les hauts plafonds de la villa. « J'ai été humiliée devant la caissière et devant les autres clientes. Comment oses-tu me faire subir une telle honte publique ?»
Stéphane passa une main tremblante sur son visage fatigué, essayant de trouver les mots pour expliquer l'inexplicable faillite d'un homme qui se croyait invincible. « Les temps sont durs, Léa. L'entreprise est en difficulté. Je dois bloquer les comptes pendant quelques jours pour payer les fournisseurs. Tu dois arrêter de dépenser. » Léa éclata d'un rire sarcastique, un rire sec et tranchant qui glaça le sang de Stéphane. Elle s'approcha de la table, posant ses mains manucurées sur le verre froid, le regardant avec le dégoût absolu d'un parasite qui réalise que son hôte n'a plus de sang à lui offrir. « Arrêtez de dépenser !» cracha-t-elle. « Tu m'as épousée pour que je sois belle à ton bras, pour que tes amis soient jaloux. La beauté a un prix, Stéphane. Si tu ne peux plus payer le loyer de ma perfection, alors tu n'as plus besoin de moi. » Sans attendre sa réponse, Léa tourna les talons et se dirigea vers la grande chambre principale. Pendant 1 heure, Stéphane resta figé sur sa chaise, écoutant le bruit des tiroirs que l'on vide avec précipitation et des valises que l'on ferme brutalement. Lorsqu'elle redescendit, elle était suivie par 2 employés de maison qui portaient de lourdes malles Louis Vuitton remplies de vêtements et de bijoux payés par l'homme qu'elle apprêtait à quitter. Elle ne lui accorda pas un seul regard de pitié. Stéphane regarda la grande porte d'entrée se refermer derrière elle. Ironie du sort cruel et implacable, il se retrouvait seul, abandonné par la femme parfaite qu'il avait choisie, exactement au même endroit où, sous la pluie torrentielle, il avait chassé la seule femme qui l'aimait vraiment. Le silence qui s'abattit sur la villa fut assourdissant. Stéphane comprit alors que l'orgueil ne nourrit pas le cœur et qu'une maison remplie d'objets luxueux ne vaudra jamais la chaleur du rire d'un enfant et de la bienveillance d'une épouse authentique. La chute de l'homme prieur venait officiellement de commencer. Les mois avaient passé, transformant la vie d'Amina dans un conte de fées moderne bâti sur la résilience et l'amour-propre. L'appartement lumineux de Marc était devenu un véritable sanctuaire de paix, où les rires remplaçaient les larmes et où l'odeur de café chaud flottait chaque matin dans une atmosphère de bonheur absolu. Un matin de semaine, la lumière douce du soleil filtrait à travers les voilages blancs du salon. Amina, vêtue d'une élégante robe d'intérieur en soie dorée, préparait un grand plateau de fruits frais pour le petit déjeuner. Sa peau rayonnait, ses mouvements étaient empreints d'une grâce naturelle, celle d'une femme qui ne s'excuse plus d'exister. Sur le grand tapis du salon, protégé par des coussins moelleux, son petit garçon, désormais plein d'énergie, s'agrippait au bord du canapé. Avec un sourire éclatant et sous le regard émerveillé de Marc, assis par terre à côté de lui, l'enfant fit ses 2 premiers pas hésitants avant de s'écrouler en riant dans les bras protecteurs du coach. La sonnerie du téléphone d'Amina brisa ce moment de douceur familiale. C'était la directrice de l'agence de publicité. Sa voix, habituellement très calme et mesurée, vibrait ce matin-là d'une excitation palpable et contagieuse. « Amina, assieds-toi », dit la femme d'affaires avec un enthousiasme rare. « Le comité d'organisation de Miss Afrique vient de publier ses nouvelles règles. Cette année, il refuse les dictats de la minceur extrême. Il cherche l'authenticité, le charisme, la femme africaine dans toute sa puissance et sa vérité. Et ils veulent que tu te présentes. » Le souffle d'Amina se bloqua dans sa gorge. Le téléphone faillit glisser de ses mains tremblantes. Le concours de Miss Afrique était l'événement télévisé le plus prestigieux du continent. Y participer n'était pas seulement un défilé de beauté, c'était devenir l'ambassadrice de millions de femmes. Pendant une fraction de seconde, le vieux fantôme de Stéphane murmura dans son esprit, tentant de réveiller ses anciennes peurs. Une voix imaginaire lui rappelait son ancien ventre, les moqueries lors de la réception mondaine, le mépris de sa belle-mère. Pouvait-elle vraiment se tenir sur la plus haute scène d'Afrique sans être skinny ? Marc s'approcha doucement, portant le petit garçon joyeux sur ses épaules. Il vit l'hésitation dans le regard profond d'Amina. Il posa sa main grande et chaude sur l'épaule de la jeune femme, son regard ancré dans le sien avec une conviction inébranlable. « Tu n'es plus la femme qui pleurait pour entrer dans une prison de tissu, Amina, » dit-il d'une voix douce mais puissante. « Tu es une reine. Tu vas monter sur cette scène, non pas pour chercher l'approbation d'un jury, mais pour montrer à toutes les femmes du continent qu'elles ont le droit de briller exactement comme elles sont. » En entendant ces mots, l'enfant sur les épaules de Marc tapa dans ses petites mains en babillant joyeusement, comme pour valider le discours de cet homme devenu un père de cœur. Ce rire innocent acheva de balayer les derniers doutes d'Amina. Elle reprit le téléphone, le regard droit et fier. « J'accepte le défi. » Dès le lendemain, les préparations intenses commencèrent. Pas de régime privatif, pas d'épuisement. La préparation d'Amina consistait en des cours de maintien, des séances d'élocution
et l'essayage de tenues majestueuses qui célébraient son corps au lieu de le contraindre. Le grand studio de répétition de l'agence était tapissé de miroirs géants. Amina y défilait pendant des heures, perchée sur des talons aiguilles, portant des drapés somptueux en basin riche et en pagne tissé. Sa démarche n'était pas celle d'un mannequin fragile, mais celle d'une lionne arpentant son territoire. Chaque pas qu'elle faisait résonnait sur le parquet comme une victoire sur son passé. Elle apprenait à sourire non pas pour plaire, mais pour illuminer. Elle apprenait à porter sa tête haute, couronnée d'un turban majestueux, prête à affronter les lumières aveuglantes du grand soir. Pendant qu'elle s'élevait pour toucher les étoiles, soutenue par un amour véritable et la joie de son enfant, le destin s'apprêtait à frapper à la porte de l'homme qui l'avait autrefois précipité dans l'abîme. La roue de la justice silencieuse allait enfin accomplir un tour complet. Dans le quartier le plus huppé de la ville, le ciel gris et lourd semblait peser directement sur le toit de la grande villa de Stéphane. Ce qui était autrefois le symbole étincelant de sa réussite sociale n'était plus qu'une immense coquille vide, silencieuse et glaciale. Le bruit sec et autoritaire de bottes lourdes résonna dans le grand hall en marbre. Ce n'étaient pas les pas de ses amis riches et arrogants, mais ceux de 2 huissiers de justice en costume sombre, accompagnés de déménageurs au visage fermé. Le couperet financier avait tombé, impitoyable. Stéphane se tenait au milieu du salon, l'ombre de lui-même. Ses cheveux n'étaient plus coiffés avec soin. Sa chemise autrefois immaculée était froissée et ses yeux fatigués étaient cernés par des semaines d'insomnie et d'angoisse. Il regardait les hommes emporter les immenses canapés en cuir blanc sans dire un mot. Léa avait eu raison sur un point. La superficialité coûtait cher. Pour combler les caprices illimités de sa femme skinny et maintenir une fausse image de milliardaire devant ses pairs, Stéphane avait contracté des dettes colossales, mis ses entreprises en garantie et tout perdu. Les banques venaient de saisir sa maison. Un huissier s'approcha, lui tendant un presse-papier avec une pile de documents officiels. La main de Stéphane tremblait violemment lorsqu'il signa les actes de saisie. Chaque signature était comme un clou supplémentaire dans le cercueil de son arrogance passée. Le téléphone dans sa poche vibra. C'était le message de sa mère, Madame Céleste. Elle se plaignait que sa pension avait été bloquée et exigeait de l'argent. Stéphane éteignit l'appareil, le cœur lourd d'amertume. Même sa propre mère, qui l'avait poussé à détruire son vrai moiset, se détournait de lui maintenant que la source d'or était tarie. L'heure du départ final arriva. Les huissiers lui demandèrent de quitter les lieux. Stéphane monta lentement le grand escalier pour la dernière fois. Dans la chambre principale, dépouillée de ses meubles, il remplit une petite valise bon marché avec quelques vêtements froissés, le seul bien qui lui restait. Il se souvint, avec une douleur fulgurante à la poitrine, du jour où il avait violemment jeté les valises d'Amina au bas de ces mêmes escaliers. Il revit son visage en larmes, la suppliant de ne pas briser leur famille. Aujourd'hui, personne ne le suppliait, personne ne pleurait pour lui. Il était face à la solitude la plus absolue. Il sortit de la grande villa, franchissant la lourde porte métallique qui s'était refermée sur Amina des mois plus tôt. Le vent froid de la rue l'accueillit. Il n'y avait plus de grosses voitures noires luxueuses pour l'attendre avec un chauffeur. Seulement la réalité cruelle du trottoir et la pluie fine qui commençait à tomber. Il marcha longuement dans les rues anonymes, traînant sa petite valise dont les roulettes grinçaient pitoyablement sur le goudron abîmé. Il traversa la ville, s'éloignant des quartiers chics pour s'enfoncer dans les ruelles étroites d'un quartier modeste et bruyant. Il s'arrêta devant une petite bâtisse décrépie. Le propriétaire, un homme rude, lui tendit une clé rouillée en échange de ses derniers billets froissés. Stéphane poussa la porte de sa nouvelle demeure, une minuscule chambre lugubre, aux murs lépreux, avec un simple lit en fer et une petite fenêtre donnant sur un mur en briques. L'air y était étouffant, sentant la moisissure et le désespoir. Stéphane s'assit sur le matelas dur, le regard vide, fixant le papier peint qui se décollait. Le silence de la petite pièce était assourdissant, brisé seulement par le bruit de la pluie contre le carreau sale. Dans un coin de la pièce, posée sur une vieille caisse en bois, se trouvait une petite télévision d'occasion à l'écran bombé. Pour échapper au silence qui le rendait fou, Stéphane attrapa la télécommande poussiéreuse et alluma l'appareil.
La lumière bleutée de l'écran vint éclairer son visage rongé par les regrets, alors qu'il s'apprêtait à recevoir le plus grand choc de son existence. Dans la minuscule chambre aux murs lépreux, la pluie continuait de frapper contre le carreau sale, comme pour rappeler à Stéphane la nuit où il avait lui-même jeté sa famille sous l'orage. L'air de la pièce était lourd, chargé d'une odeur de poussière et d'humidité. Stéphane était assis au bord du petit lit en fer forgé, le dos voûté, le regard vide, tenant une télécommande usée dans ses mains tremblantes. Il appuya sur le bouton rouge. La vieille télévision à l'écran bombé, posée sur une caisse en bois branlante, grésilla un instant avant de s'allumer dans un éclair de lumière bleutée. L'écran affichait la chaîne nationale, diffusant en direct l'événement culturel le plus attendu de l'année sur tout le continent, la grande finale du concours Miss Afrique. Le contraste entre la misère de la petite chambre de Stéphane et l'explosion de luxe sur l'écran était d'une cruauté absolue. La télévision montrait une scène gigantesque, inondée de faisceaux lumineux dorés et de paillettes scintillantes. Le son de mauvaise qualité du petit haut-parleur crachait la musique triomphale de l'orchestre symphonique, tandis qu'un présentateur en smoking blanc annonçait l'arrivée des finalistes sous les applaudissements assourdissants du public. Stéphane regardait la scène sans vraiment la voir, son esprit encore embrouillé par les dettes, la honte de la faillite et le départ brutal de sa femme superficielle, Léa. Soudain, la musique changea, devenant plus majestueuse, presque royale. Le présentateur saisit son microphone, sa voix résonnante avec une émotion particulière. Accueillons maintenant la candidate qui a redéfini les standards de notre beauté, une femme authentique, puissante, une véritable reine africaine. Sur l'écran, les grands rideaux de velours rouge s'ouvrirent lentement et une silhouette féminine s'avança dans la lumière éblouissante des projecteurs. Stéphane cligna des yeux, dérangé par la luminosité de l'écran dans sa chambre sombre. Il plissa les paupières, essayant de distinguer le visage de cette femme que la foule acclamait avec une ferveur presque religieuse. La caméra de la télévision fit un gros plan sur le visage de la candidate. Le cœur de Stéphane s'arrêta brusquement dans sa poitrine. L'air sembla disparaître de la petite pièce. La télécommande glissa de ses mains moites et tomba sur le sol en ciment avec un bruit sec. Sa mâchoire se décrocha, ses yeux s'écartellant d'horreur et de stupéfaction. C'était Amina. Elle était là, sur l'écran, majestueuse, immense. Elle portait une somptueuse robe de soirée d'un rouge profond, brodée de fils d'or qui attrapait la lumière à chaque mouvement. Le tissu luxueux épousait ses formes généreuses avec une élégance absolue, célébrant chaque courbe sans rien cacher. Son port de tête était altier, digne d'une impératrice. Ses cheveux étaient tressés en une couronne complexe ornée de perles scintillantes. Mais ce qui frappait le plus, c'était son visage. Il l'irradiait d'une confiance inébranlable, d'une paix intérieure que Stéphane ne lui avait jamais vue. L'homme ruiné s'approcha lentement de la télévision, comme hypnotisé, ses genoux tremblants sous le choc. Il posa sa main sur l'écran de verre froid, caressant virtuellement le visage de la femme qu'il avait méprisée pour quelques kilos. Dans sa tête, les souvenirs affluèrent avec une violence insoutenable. Il revit le moment où il lui avait tendu la petite robe blanche avec dégoût. Il revit les rations de nourriture qu'il lui refusait. Il entendit sa propre voix cruelle crier sous la pluie « Tu me fais honte !» Aujourd'hui, c'était tout un continent qui se levait pour l'applaudir. Le public dans la grande salle scandait son prénom. Les femmes dans les gradins pleuraient de joie en voyant enfin une beauté qui leur ressemblait. Une beauté vraie, saine, loin des diktats affamants. Stéphane tomba à genoux sur le sol dur de sa chambre misérable. Les larmes, qu'il croyait taries, jaillirent de ses yeux pour couler sur ses joues creusées par le stress. Il venait de comprendre, avec la force d'un coup de poing en plein ventre, la définition exacte du mot « regret ». Pendant que Stéphane pleurait sa propre bêtise dans l'ombre, Amina vivait l'instant le plus lumineux de son existence. Sur la scène du Palais des Congrès, la chaleur des projecteurs enveloppait sa peau comme une douce caresse. L'immense salle était plongée dans une mer de lumière scintillante, des milliers de téléphones portables brandis par le public comme autant de petites étoiles dans la nuit. L'atmosphère vibrait d'une énergie positive, d'une joie collective et d'un espoir nouveau. Amina marchait sur la scène en verre avec une fluidité parfaite. Elle ne rentrait pas le ventre, elle ne baissait pas les yeux.
Chaque pas qu'elle faisait résonnait comme une déclaration d'indépendance. La longue traîne rouge de sa robe glissait derrière elle comme une rivière de rubis. Dans la salle, l'émotion était palpable. Des mères de famille, des jeunes femmes, des hommes fiers, tous voyaient en elle le symbole d'une Afrique qui s'assume. La beauté africaine ne se cachait plus derrière des standards importés. Elle s'exposait dans toute sa plénitude, ses rondeurs et sa vitalité. Au premier rang de l'immense salle, juste derrière le jury prestigieux, se trouvait le pilier de sa reconstruction. Marc était assis, vêtu d'un très élégant costume sombre, le visage illuminé par un sourire d'une fierté incommensurable. Il applaudissait à tout rompre. Sur les genoux de Marc, confortablement installé, se trouvait le petit garçon d'Amina. L'enfant, habillé d'une jolie petite chemise blanche et d'un nœud papillon, regardait les lumières tourner au plafond avec de grands yeux émerveillés. En voyant sa mère s'avancer vers le devant de la scène, l'enfant se mit à rire aux éclats, tapant ses petites mains potelées l'une contre l'autre. Il pointa son doigt vers la scène en babillant de joie. Ce rire innocent parvint jusqu'aux oreilles d'Amina, lui donnant une force incroyable. Le présentateur s'approcha d'elle, le sourire aux lèvres, tenant une enveloppe dorée et un microphone. C'était l'épreuve finale, le moment tant redouté des questions du jury, là où la boîté devait s'allier à l'intelligence et au cœur. « Amina », commença le présentateur, sa voix résonnant dans toute la salle, « vous êtes devenue l'inspiration de milliers de personnes. Si vous aviez un seul message à adresser ce soir aux femmes qui souffrent en silence à cause de leur apparence, que leur diriez-vous » Un silence sacré tomba sur la salle. Même la musique de fond s'arrêta. Des millions de spectateurs de l'autre côté de l'écran retenaient leur souffle, y compris un homme en larmes dans une petite chambre humide. Amina prit doucement le microphone. Elle ferma les yeux une fraction de seconde, rassemblant ses souvenirs. Elle pensa à la pluie glaciale, aux mots tranchants, à la faim. Puis elle pensa à la chaleur du foyer de Marc et au sourire de son fils. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, son regard était d'une puissance saisissante. « Je leur dirai que la véritable beauté ne se mesure pas à la taille d'une robe, dit-elle d'une voix claire, douce mais ferme, qui ne tremblait pas. Je leur dirai qu'un amour qui exige que vous vous fassiez du mal, que vous vous affamiez ou que vous vous effaciez n'est pas de l'amour, c'est une prison, et aucune femme ne mérite de vivre dans une prison dorée construite par le regard des autres. » Dans le public, des frissons parcoururent l'assemblée. Certaines femmes essuyaient des larmes avec le dos de leurs mains, profondément touchées par la justesse de ces mots. « N'ayez jamais honte des marques que la vie laisse sur votre corps. Ne laissez personne vous dicter votre valeur. Le jour où vous décidez de vous aimer vous-même, aucune insulte ne peut plus vous atteindre. Soyez forte, soyez fort, soyez vous-même, » conclut Amina en levant le menton. La salle explosa littéralement. Les membres du jury, tous issus du monde de la mode et de la culture, se levèrent d'un seul bloc, applaudissant à tout rompre. Ce n'était plus un simple concours de beauté, c'était le couronnement d'une victoire sur l'humiliation. Amina savait, à cet instant précis, qu'elle avait déjà tout gagné. Dans l'immense salle du Palais des Congrès, le silence qui suivit le discours d'Amina était d'une densité presque palpable. Puis, comme un barrage qui cède sous la pression, la foule entière se leva d'un seul bond, faisant trembler les murs sous un tonnerre d'applaudissements. Les membres du jury, d'anciennes reines de beauté et des personnalités influentes, ne prirent même pas la peine de se retirer pour délibérer. L'évidence crevait les yeux, illuminant la scène d'une vérité que personne ne pouvait plus ignorer. Le présentateur vedette s'avança au centre de la scène en verre, tenant l'enveloppe dorée contenant le résultat final. Ses mains tremblaient légèrement sous l'effet de l'émotion collective qui saturait l'air de la grande salle. Les lumières de la salle s'éteignirent brusquement, remplacées par un unique faisceau blanc, puissant et dramatique, qui vint se braquer directement sur Amina, la figeant dans une aura presque divine. « Le public a voté, le jury a tranché », résonna la voix du présentateur, amplifiée par les immenses haut-parleurs qui faisaient vibrer le sol. La nouvelle Miss Afrique, l'ambassadrice de notre vraie beauté, est Amina. À l'instant même où son prénom fut prononcé, une explosion de confettis dorés et de rubans scintillants jaillit du plafond, retombant sur la scène comme une pluie d'étoiles filantes. La musique symphonique reprit avec une puissance magistrale.
Amina ferma les yeux, portant ses 2 mains à son visage, bouleversée par l'ampleur de cette victoire. Ce n'était pas seulement la victoire d'un concours, c'était la victoire absolue sur ses propres doutes, sur la honte, sur les nuits passées à pleurer la faim au ventre. L'ancienne Miss Afrique s'avança vers elle, portant sur un coussin de velours rouge une couronne spectaculaire, forgée dans un alliage d'or fin et incrustée d'émeraudes vertes, rappelant la richesse des terres africaines. Avec une grâce infinie, l'ancienne reine déposa la lourde couronne scintillante sur la tête haute et fière d'Amina. Une large écharpe en soie blanche, portant le titre suprême en lettres d'or, fut glissée en diagonale sur sa robe rouge étincelante. Au premier rang, Marc s'était levé, les yeux brillants de larmes de joie et de fierté. Il portait toujours l'enfant d'Amina dans ses bras forts. Le petit garçon, fasciné par la pluie de confettis dorés qui tombait autour de lui, tendait ses petites mains potelées pour attraper les morceaux de papier brillants, éclatant d'un rire pur et cristallin. Amina s'avança sur le bout du podium, saluant la foule en délire. Elle regarda Marc, son fils, leur adressant un sourire secret, un sourire qui disait « Nous avons réussi, ensemble ». Les flashs des photographes crépitaient sans interruption, immortalisant ce moment historique. Pour la première fois, la couverture des magazines internationaux n'allait pas afficher une femme affamée et terrifiée, mais une reine majestueuse, saine, dotée de formes généreuses et d'une dignité inébranlable. Pendant ce temps, à des kilomètres de là, dans une petite chambre lugubre et humide, la lumière bleue de la vieille télévision éclairait le visage ravagé de Stéphane. Il regardait la femme couronnée, cette femme qu'il avait traitée de honte, devenir l'idole de tout un peuple. Chaque éclat de la couronne d'Amina était comme une lame brûlante qui s'enfonçait dans son cœur rongé par l'orgueil et le désespoir. La boucle était bouclée, mais pour lui, le cauchemar ne faisait que commencer. 3 mois s'étaient écoulés depuis le sacre triomphal d'Amina. Sa vie était désormais un tourbillon de voyages luxueux, de galas de charité et de séances photos pour les plus grandes marques mondiales. Elle était devenue une icône intouchable, un symbole de force. Un soir de semaine, Amina sortait d'un grand palace de la capitale après avoir présidé un dîner de levée de fonds pour la protection des femmes vulnérables. L'air était doux, parfumé par les fleurs des jardins environnants. Elle portait un magnifique tailleur blanc cassé, coupé sur mesure pour épouser sa silhouette royale. À ses côtés marchait Marc, protecteur et élégant dans son smoking noir. 2 gardes de corps discrets ouvraient la marche vers une luxueuse voiture aux vitres teintées qui les attendaient sur le parvis illuminé. Alors qu'elle s'apprêtait à monter dans le véhicule, une silhouette frêle et sale surgit de l'ombre d'une ruelle adjacente, bousculant presque le portier du grand hôtel. L'homme était vêtu d'une chemise autrefois blanche, aujourd'hui grise et déchirée au col. Son visage était creusé par la malnutrition, la barbe hirsute et les yeux fous. Il dégageait une odeur de misère et de désespoir profond. Les 2 gardes du corps s'interposèrent immédiatement, plaquant leurs mains massives sur le torse de l'intrus pour le repousser loin de la reine de beauté. L'homme tomba lourdement à genoux sur le pavé de marbre du palace. « Amina, je t'en supplie, c'est moi, regarde-moi » hurla l'homme, sa voix brisée par les sanglots, tendant des mains tremblantes vers la jeune femme. Amina se figea. Sous la saleté, sous l'humiliation et la ruine, elle reconnut le visage de Stéphane. L'homme d'affaires arrogant, celui qui la forçait à courir jusqu'à l'évanouissement et qui comparait son corps à celui des épouses skinny de ses amis, n'était plus qu'un mendiant agenouillé dans la poussière. Marc se plaça d'instinct devant Amina, prêt à la protéger de la toxicité de cet homme. Mais Amina posa doucement sa main sur le bras de son compagnon. Elle lui fit un léger signe de tête pour lui indiquer qu'elle maîtrisait la situation. Elle s'avança d'un pas, dominant Stéphane de toute sa hauteur. Son visage était calme, d'une froideur polaire, totalement dépourvu de haine, mais aussi totalement dépourvu d'amour. C'était le regard qu'on accorde à un étranger. « Pardonne-moi, Amina, je t'en supplie !» pleura Stéphane, rampant presque sur le sol. « J'ai tout perdu. Léa m'a ruiné. Mes amis m'ont tourné le dos. La banque a pris ma maison. J'étais aveugle. Je ne savais pas ce que je faisais. Reviens-moi. Pense à notre enfant. » En entendant le mot « enfant », un éclair d'acier passa dans les yeux de la reine.
Elle se souvint de la nuit glaciale où elle avait dû protéger son bébé de la pluie battante parce que cet homme avait jugé qu'une robe était plus importante que sa famille. « Ne prononce plus jamais le mot « enfant » de ta bouche, dit Amina, d'une voix basse, vibrante d'une autorité glaciale qui fit frissonner les gardes du corps eux-mêmes. La femme que tu cherches est morte, Stéphane. Tu l'as laissée se noyer sous la pluie de ton orgueil. Tu n'as pas aimé la mère de ton fils, tu as seulement aimé le regard que la société posait sur toi. » Stéphane baissa la tête, pleurant à chaudes larmes, écrasé par la vérité implacable de ses mots. Il essayait d'attraper le bas du pantalon blanc d'Amina, mais elle recula d'un pas digne, refusant qu'il salisse sa tenue. « Tu viens mendier mon pardon aujourd'hui parce que j'ai une couronne sur la tête, » continua-t-elle, impitoyable de justesse. « Mais Marc, lui, m'a ramassée dans la boue et a vu ma couronne quand personne ne voulait la voir. Tu n'es plus rien dans mon monde, Stéphane. Reste dans l'ombre que tu as toi-même créée. » Sans ajouter un mot, Amina se retourna, le dos droit, et monta dans la voiture luxueuse. Marc prit place à ses côtés, fermant la lourde portière. Le puissant moteur vrombit, et la voiture s'éloigna dans la nuit lumineuse, laissant Stéphane seul sur le trottoir, pleurant à genoux sous les regards méprisants des passants. 5 ans s'étaient écoulés depuis la nuit pluvieuse, où le destin d'Amina avait basculé. La grande ville africaine s'éveillait sous une lumière matinale éclatante, baignant les rues d'une chaleur dorée et bienveillante. Au cœur d'un quartier paisible et verdoyant, un tout nouveau bâtiment immaculé ouvrait ses portes. Sur la grande façade de marbre blanc, des lettres en or massif épelaient « Fondation Amina, la maison des reines ». Ce n'était pas une simple clinique de beauté, mais un centre de reconstruction physique et psychologique gratuit pour les femmes rabaissées, isolées ou victimes de complexes destructeurs imposés par la société. Amina se tenait sur le grand parvis fleuri, prête à couper le ruban inaugural rouge. Elle portait une longue robe fluide en soie bleu ciel, rappelant la sérénité et la paix qu'elle avait enfin trouvée. Autour de son col, elle ne portait plus les colliers étouffants des soirées mondiales de Stéphane, mais un simple pendentif en or représentant un soleil levant, symbole de sa propre renaissance. Sa beauté avait encore mûri, devenant plus profonde, plus ancrée. Ses formes majestueuses, autrefois objets de moquerie, étaient devenues le symbole de la résilience africaine, admirée par des millions de personnes. Quelques mètres d'elle, sur la pelouse parfaitement taillée du centre, son fils courait joyeusement après un ballon coloré. L'enfant avait bien grandi, débordant d'une énergie lumineuse, son rire résonnant comme la plus douce des mélodies dans l'air matinal. Marc courut derrière le petit garçon, se laissant tomber dans l'herbe fraîche pour l'attraper dans une grande étreinte pleine de chatouilles. Le père et le fils de cœur roulaient sur le gazon en riant aux éclats, formant un tableau parfait d'amour pur et désintéressé. Amina les regarda, les yeux brillants d'une émotion immense. Marc se releva, époussetant son pantalon clair, et lui adressa un clin d'œil complice, ce même regard protecteur et bienveillant qui l'avait sauvé la nuit de la tempête. Elle attrapa de grands ciseaux dorés et coupa le ruban rouge sous le crépitement des flashs des journalistes et les applaudissements nourris de centaines de femmes venues assister à l'événement. Plus tard dans la journée, Amina se retrouva dans le grand amphithéâtre du centre face à une foule de femmes au visage marqué par les épreuves, mais dont les yeux pétillaient d'espoir en la regardant. « Il y a quelques années, on m'a dit que je devais changer mon corps pour mériter l'amour », commença Amina, sa voix douce mais incroyablement puissante, résonnant dans le silence respectueux de la salle. « On m'a enfermée dans l'idée qu'une femme n'avait de valeur que si elle rentrait dans une robe cousue par le regard des autres. J'ai pleuré, j'ai eu faim, j'ai cru que j'étais le problème. » Elle fit une pause, marchant lentement sur l'estrade, son port de tête toujours aussi digne. « Mais j'ai appris que l'or ne perd jamais sa valeur, même quand on le jette dans la boue. Vous êtes toutes de l'or. Ne laissez jamais un homme, une belle-mère ou une société vous convaincre du contraire. » Les applaudissements éclatèrent, vibrant d'une émotion vraie. Des femmes se levaient, les yeux en larmes, trouvant dans la voix d'Amina la force de s'aimer à nouveau. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, le contraste était d'une tristesse absolue. Dans une ruelle étroite jonchée de détritus, un homme poussait péniblement un lourd chariot rempli de cartons usagés qu'il espérait revendre pour quelques pièces. C'était Stéphane. Ses vêtements étaient tachés, ses mains autrefois si bien manucurées étaient couvertes d'ampoules et de crasses, son visage vieilli prématurément par les dettes et les regrets portait le masque figé de la solitude. Il s'arrêta un instant pour reprendre son souffle, la sueur succoulant sur son front crasseux.
En levant les yeux, il aperçut l'écran géant d'un magasin d'électronique qui diffusait les images de l'inauguration de la fondation d'Amina. Il vit la femme qu'il avait chassée rayonner de bonheur. Il vit l'homme qui avait pris sa place jouer avec l'enfant qu'il avait abandonné sous la pluie. Le poids de ses choix passés s'abattit sur ses épaules comme une enclume. Stéphane baissa la tête, incapable de soutenir la lumière qui émanait de l'écran. Il reprit les poignées de son lourd chariot et s'enfonça lentement dans l'ombre de la ruelle, prisonnier à vie de son propre orgueil, n'ayant plus que ses regrets pour lui tenir compagnie. L'image de la télévision changea, pour revenir sur le visage souriant d'Amina, regardant directement l'objectif de la caméra. Elle était la preuve vivante que la véritable beauté ne se trouve pas dans les mensurations, mais dans la grandeur du cœur. Le soleil se coucha lentement sur la capitale africaine, baignant la nouvelle fondation d'une lumière rougeoyante et paisible. La boucle était définitivement bouclée. Le miroir des illusions était brisé et la vérité triomphait enfin. L'histoire de La couronne des larmes s'achève sur une vérité universelle. On ne construit jamais un bonheur durable sur la destruction de l'autre. Stéphane pensait que sa valeur résidait dans l'apparence de sa compagne et dans l'approbation superficielle de ses amis. En chassant Amina, parce qu'elle ne correspondait pas aux standards illusoires de la société, il a fini par tout perdre, son argent, sa famille et sa dignité. Sa fin misérable nous rappelle que l'orgueil est un maître cruel qui finit toujours par abandonner ses serviteurs. Amina, en revanche, représente la résilience et la véritable puissance. Elle a compris à temps que s'affamer et se renier pour acheter l'amour d'un homme toxique est un combat perdu d'avance. En choisissant de s'entourer de personnes bienveillantes comme Marc et en apprenant à aimer son propre corps, elle s'est élevée bien plus haut qu'elle ne l'aurait jamais espéré. La grande leçon de ce conte moderne est claire. Votre valeur ne dépend pas d'une taille de vêtements ni du regard de ceux qui vous rabaissent. La vraie beauté rayonne de l'intérieur et la plus grande des victoires est de réussir à s'aimer soi-même. Ne restez jamais là où on vous tolère ou on vous juge. Allez là où on vous célèbre.